Bonjour, nous allons vous présenter dans cette série de vidéos le chapitre 4 du programme d'histoire de Première Techno, à savoir la Première Guerre mondiale et la fin des empires européens. Donc comme on peut le voir sur la carte, en 1914, l'Europe domine le monde, déjà de par son économie, son industrie, sa culture et ses empires coloniaux. Mais des rivalités opposent les États européens qui forment des systèmes d'alliance pour se protéger. Nous y reviendrons dans un premier point. En juin 1914, l'assassinat du prince héritier d'Autriche-Hongrie déclenche un engrenage qui va aboutir à la Grande Guerre. L'Europe plonge alors dans 4 années d'une terrible guerre qui met fin aux empires européens, certains millénaires, et bouleverse profondément et durablement les sociétés ainsi que les mentalités. Donc en problématique, comment la Grande Guerre a-t-elle bouleversé l'Europe? Donc je me permets d'insister justement sur la domination coloniale des Européens, donc thème que l'on avait abordé précédemment dans le chapitre 3. Parce que l'on voit clairement, notamment en Afrique, que l'Allemagne a beaucoup moins de colonies que les autres grandes puissances européennes, à savoir en premier lieu les Britanniques et les Français. Donc ce qu'on voit là en jaune, ce sont les possessions coloniales allemandes. Donc ça correspond aux pays actuels, à savoir donc la Tanzanie, la Namibie, le Togo et le Cameroun. Et donc l'Allemagne estime qu'elle aussi, elle a droit à sa place au soleil. Sachant évidemment que ce sont d'abord les Anglais et les Français qui se sont partagés l'Afrique, notamment après le traité de Berlin en 1884. Alors à voir aussi, comme on peut le voir en petit 3, il y a des lieux de tension, notamment entre les Français et les Allemands à propos du Maroc, qui va donc devenir un protectorat français, alors que le pays était visé par les Allemands. Donc 2 fois, il y a eu de graves tensions franco-allemandes à propos de la possession du Maroc, qui finalement donc deviendra un protectorat français. Alors il y a d'autres zones de tension, hein. Bon, je vais pas insister là-dessus, mais enfin Fashoda, on est là au Sud-Soudan, donc là c'est une tension entre Français et Anglais. Et la guerre des bourgs a lieu en Afrique du Sud et oppose les Britanniques aux colons néerlandais. Donc voilà pour le coup. Donc n'oublions pas l'importance des rivalités coloniales et du fait que les Allemands estiment qu'ils n'ont pas assez de colonies par rapport aux Anglais et aux Français. Alors, toujours dans les origines donc du conflit, il y a aussi bien sûr les rivalités économiques et industrielles. L'Allemagne est devenue au début du siècle la première puissance industrielle d'Europe, dépassant le Royaume-Uni, et l'Allemagne se dote d'une immense flotte de guerre, évidemment dans le but de lui assurer la maîtrise des voies maritimes, et les Anglais voient ça d'un très mauvais œil et vont donc se rapprocher des Français pour faire face à l'essor économique et maritime de l'Allemagne. Alors ensuite, il y a d'autres tensions, on va considérer ça comme les tensions territoriales. C'est bien sûr le cas de l'Alsace-Lorraine, donc perdue en 1870 à l'issue de la guerre franco-prussienne, donc de l'abdication de Napoléon III. Alors c'est bien sûr la principale tension entre les Français et les Allemands. On assiste à une volonté de revanche chez les Français. Il faut reprendre l'Alsace-Lorraine. Donc il y a bien sûr une volonté de revanche des Français
aussi par rapport à la cuisante défaite de 1870, et on se rappellera d'ailleurs même la grave défaite de Sedan en septembre 1870, et au fait que l'empereur Napoléon III ait été capturé par les Allemands. Donc il y a une volonté pour les Français de réparer cette humiliation. Alors, de manière plus générale, il y a la montée des nationalismes en Europe. Alors, pour ce faire, je vais passer à une autre carte, si vous voulez bien. Alors, pour le coup, cette carte, on y reviendra par rapport aux différents systèmes d'alliance, mais le grand problème, en fait, c'est la montée des nationalités dans l'Empire austro-hongrois notamment, donc dirigé par la dynastie des Habsbourg. Alors, l'Autriche-Hongrie est peuplée de nombreuses minorités ethniques, en premier lieu donc les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Croates, et tous ces peuples n'ont pas de nation. Alors, on assiste, on va dire, au milieu du XIXe siècle, dans le contexte de ce qu'on appellera le printemps des peuples, à une montée des sentiments nationalistes, sauf que ces peuples n'ont pas de nation. Et on peut supposer que ça va créer donc des tensions, notamment, on verra, dans les Balkans, où là, en fait, les Croates et les Bosniaques sont sous tutelle de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Alors, toujours à propos des Balkans, il y a des guerres, alors un peu oubliées maintenant, en 1912 et en 1913, ce qu'on appelle les guerres balkaniques. Alors, un petit peu complexe, mais en fait, au départ, c'est les Roumains et les Bulgares qui sont alliés face à l'Empire ottoman, donc bien sûr l'Empire turc. Sauf que l'année suivante, les Roumains et les Bulgares entrent en conflit frontalier. Donc ça montre bien que les Balkans sont la poudrière de l'Europe. Alors de manière plus générale, en ce début de siècle, les sociétés européennes sont très militarisées. On pourrait même parler d'un culte de la guerre, avec un bourrage de crâne militariste, on dira, notamment auprès de la jeunesse. On verra surtout pour ça le cas allemand, le militarisme prussien. Donc tous ces, on va dire, ces facteurs font dire que l'Europe est un baril de poudre qui n'attend plus qu'une étincelle pour exploser. Alors, revenons là aussi sur le jeu donc des alliances, en tout cas les différents systèmes d'alliances, comme on peut le voir à travers cette carte. Alors, les différentes grandes puissances européennes sentent venir la menace de guerre, et début du siècle vont se mettre en place deux grands systèmes d'alliances. Donc on aura la Triple Alliance, donc au départ qui réunit les deux empires centraux, donc à savoir l'empire d'Allemagne, donc qui a été reconstitué bien sûr en 1871, après la victoire de la Prusse, et l'empire millénaire austro-hongrois, allié donc à la jeune Italie, qui a été créée dans les années 1860. Donc c'est ce qu'on appellera la Triple Alliance. Sauf que je vous le dis d'emblée, l'Italie va changer de camp. En 14, quand la guerre commence, elle va rester, on va dire, sur la touche, et elle va, en vertu d'un traité secret, entrer du côté des Anglais et des Français. On verra par la suite. Alors, les empires centraux seront rejoints par les Ottomans, donc les Turcs, et également la Bulgarie. Alors, de l'autre côté, on a la Triple Entente, donc ce qu'on voit en orange. Alors, à voir que les Britanniques et les Français vont signer en 1904 un traité d'alliance qu'on appelle l'Entente cordiale. Donc c'est
quand même une date clé, parce que évidemment les Britanniques et les Français ont été pendant des siècles, on peut même remonter très loin au Moyen-Âge, les grands rivaux. Et là, ils ont un adversaire commun, à savoir l'Allemagne. Donc c'est intéressant de le noter, 1904, l'entente cordiale. Alors dans le même temps, les Français, par pragmatisme, on va dire, vont s'allier avec l'Empire russe pour prendre en tenaille les empires centraux. Donc ils vont former la triple entente. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 régimes politiques très différents. Ils ne sont pas motivés par les mêmes raisons politiques, on dira. On a la France qui est une république, le Royaume-Uni qui est une monarchie parlementaire, et l'Empire russe qui est à l'époque une monarchie avec un tsar, un empereur à sa tête, jusqu'en 1917 bien sûr, à la révolution communiste. Donc on l'avait dit tout à l'heure, mais l'Italie va rejoindre l'entente à partir de 1915, ainsi que d'autres pays qu'on voit sur la carte, comme la Roumanie, la Grèce, la Serbie ou le Portugal. Donc voilà pour ces systèmes d'alliance qui sont en fait, on va dire, le facteur qui va faire en sorte que tous les pays d'Europe vont se retrouver embarqués dans le conflit. Donc l'événement déclencheur, on le voit ici sur la carte, c'est à Sarajevo, donc on est en Bosnie actuelle, à l'époque, bien sûr, Empire austro-hongrois. Le 28 juin 1914, le prince héritier d'Autriche-Hongrie, donc le fils de l'empereur, donc qui s'appelle François Ferdinand, est assassiné, ainsi que son épouse, par un groupe nationaliste serbe qui s'appelle la Main Noire, qui en fait vise à donc déstabiliser la région et à faire en sorte de réaliser ce qu'on appellera plus tard la Yougoslavie, c'est-à-dire de réunir tous les Slaves du Sud, autrement dit les Bosniaques et les Croates principalement, autour d'une grande Serbie. Donc de ce fait, je vous épargne les détails, on va faire court, mais bon, l'Autriche-Hongrie en veut évidemment à la Serbie et considère l'État serbe comme responsable de cet attentat, sachant qu'en fait, l'Empire d'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie pour que les Serbes punissent ou en tout cas arrêtent les responsables. La Serbie refuse cet ultimatum. Et la Russie étant l'allié naturel de la Serbie, c'est comme ça que justement la Russie et l'Autriche-Hongrie entrent en guerre. Et donc par le jeu des alliances, donc on a bien compris par le fait que la France soit alliée à la Russie, tous les pays d'Europe se retrouvent embarqués dans la guerre. Donc c'est bien la Russie qui déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Du coup, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. La France mobilise son armée et en retour, l'Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août 1914 et en retour, la France déclare la guerre à l'Allemagne. On verra, le Royaume-Uni entrera un petit peu plus tard, quelques jours plus tard, dans la guerre suite à l'invasion de la Belgique. Alors, à voir que le mouvement pacifiste a échoué, comme le montre l'assassinat du député socialiste Jean Jaurès, donc fondateur de la SFIO, donc l'ancêtre du Parti socialiste, on dira. Jaurès, qui est assassiné le 31 juillet 1914 par un ultranationaliste français. Jaurès dit les ouvriers français ne doivent pas tirer sur les ouvriers allemands. Donc il appelle à la paix, il n'est pas entendu, et il y a, on va dire, un embrasement belliqueux dans toute l'Europe. Les voies de la paix sont éteintes et les deux systèmes d'alliance entrent en guerre. Et d'emblée, tous les partis politiques, du moins en France, forment l'Union sacrée, selon les vœux du président de la République qui s'appelle Raymond Poincaré. On rappellera qu'à l'époque, sous la Troisième République, le président a peu de pouvoir, mais enfin, en tout cas, on va dire qu'il symbolise, il incarne la République. En clair, l'Union sacrée signifie que tous les partis politiques, de gauche comme de droite, s'unissent dans l'effort de guerre pour faire face aux Allemands. Voilà pour cette première séance consacrée aux causes de la guerre et aux événements déclencheurs. Je vous dis à tout de suite
pour la suite.